Bon, donc lorsque j'essayais de préparer cette conférence, je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de choses, trop de choses à dire, parce que le grand virage de l'humanité, c'est-à-dire mon livre, traite non seulement du sujet de mon interprétation personnelle de la crise du coronavirus, en passant par tout un tas de faits qui ne sont pas évidents à étaler, mais aussi je parle de tout le contexte de la physique de l'information ou de la conscience dans lequel s'inscrit mon interprétation avec des nouveautés qui concernent ce qu'on appelle l'intelligence du cœur, qui est plus généralement ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, parce que dans cette crise, on a essentiellement un problème d'intelligence, et que donc il fallait absolument faire le point sur ce qu'est l'intelligence, bien situer l'intelligence humaine par rapport à l'intelligence artificielle, etc. Et ça m'a obligé à aller encore plus loin que d'habitude dans les concepts fondamentaux de la physique de l'information. Donc c'est pour dire qu'on va survoler une quantité de sujets philosophiques et fondamentaux assez considérables. Et donc voilà, alors, tout a commencé pour moi lorsque, au début du confinement, on a tous vécu, je pense, cette sidération, au moins d'une dizaine de jours, qu'est-ce qui se passe? Et ma première intuition, tout comme d'ailleurs qui rejoint la première intuition de beaucoup d'entre vous, d'autres personnes, plutôt, on va dire, un peu initiées spirituellement avec qui j'ai pu discuter, là, on a tous rejoint dans l'idée que malgré que cet événement avait des apparences dramatiques, c'était en réalité une grande opportunité d'évolution pour l'humanité dans une direction positive. Mais bon, cette intuition était basée sur, je veux dire, rien. On avait plutôt l'impression du contraire. Et alors c'était peut-être le fait qu'on se rendait compte qu'à l'échelle mondiale, on était capable de dépolluer la planète. Il suffisait d'une décision psychologique, d'une décision politique, alors qu'on avait l'habitude que les politiques ne soient pas capables de prendre des décisions aussi bénéfiques. Mais bon, on a un peu rêvé, et puis qu'est-ce qui s'est passé? C'est un peu comme avec la crise des Gilets jaunes. Avec la crise des Gilets jaunes, on a rêvé un peu quand les Gilets jaunes étaient sur les ronds-points, et on s'est dit, tiens, là, il se passe quelque chose, la France va donner un super exemple à l'humanité, peut-être. Et en fait, ça a dégénéré dans le cas des Gilets jaunes en mouvement dans les villes qui ont été réprimées durement, et aussi infiltré par les casseurs, et ça a dégénéré dans le cadre de la crise sanitaire, au bout de, pas un mois ou deux, en dictature sanitaire, avec donc des mesures totalement sidérantes, pouvant paraître irrationnelles, absurdes, etc. Et avec surtout énormément d'erreurs qui semblaient, je ne peux pas me prononcer, moi, je ne suis pas médecin, je vais me prononcer sur l'intelligence artificielle, mais je ne vais pas me prononcer sur tout ce qui est médical, ça va être mon avis personnel, mais on avait quand même l'impression qu'il y avait un tas d'erreurs qui étaient faites, que ce soit sur le plan médical, enfin, au niveau des décisions qui étaient prises pour résoudre la crise sanitaire, et que ça s'accumulait, On avait cette impression-là, et aussi, on a eu ce déferlement des théories du complot qui était tout à fait justifié parce que, à l'origine, avant le confinement, durant les mois qui ont précédé le confinement, on a eu des coïncidences, je vais en parler après. On entend bien? Oui. On a eu donc avant le confinement, pendant plusieurs mois, des coïncidences dont je vais vous parler qui sont absolument sidérantes, sauf si on croit à un complot, effectivement, ou à quelque chose qui a été planifié de longue date. Et donc on a eu ces trois phases, une série de coïncidences absolument inexplicables, à moins de... Un événement absolument exceptionnel dans l'histoire humaine qui correspond à une décision, la notion de décision très importante qui était le confinement, et des défaillances, des erreurs répétées de
sanitaire qui dure jusqu'à aujourd'hui et ça n'en finit pas. Et quand j'ai vu ça, donc j'ai compris à peu près, ces défaillances avaient commencé à partir du moment où la politique sanitaire s'est vue carrément en dictature avec le masque en plein été. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, là il y a un scénario qui est typique d'une influence d'un nouveau futur. Parce que, et donc là maintenant je vais passer donc, à la physique de la formation, la physique de la conscience, l'influence du futur. Donc je ne vais pas, je suis obligé de la faire court. Donc en physique, aujourd'hui, il y a deux grandes théories qui finalement aboutissent à l'idée que le temps n'existe pas. C'est d'un côté la mécanique quantique, avec des objets qui peuvent être intriqués entre eux, non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Et la relativité qui nous dit qu'on peut voyager dans le temps, mais aussi, et puis il y a des ponts entre les deux qu'on a du mal à faire. Mais enfin, bon, pour résumer brièvement la notion de temps qui n'existe pas, ça revient à dire que le futur est déjà réalisé, mais qu'il est multiple. Alors, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on arrive à concilier ça. Pourquoi le futur est déjà réalisé? Parce qu'on peut y voyager. C'est le paradoxe de Jules Langevin. Si on part suffisamment vite de la Terre en frôlant la vitesse de la lumière et qu'on revient sur Terre, ben, ça peut ne pas prendre tant de temps que ça, mais il peut s'être écoulé un temps 1000 fois plus long sur la Terre pendant ce temps-là. Et donc, voilà, en un saut de fusée, on se retrouve dans le futur de l'humanité. Mais il y a d'autres moyens. On sait que si on pénètre si on pénètre un trou noir, les trous noirs maintenant on sait que ça existe, donc ça c'est le film Interstellar qui nous l'a montré, que c'est pareil, on peut voyager aussi dans le futur. On sait que si on emprunte, donc là c'est mathématique, un trou de verre, on peut voyager non seulement dans le futur mais dans le passé. Alors dans le passé, c'est largement discuté parce que évidemment ça crée les paradoxes du grand-père. Qu'est-ce qui se passe quand on tue son grand-père si on voyage dans le passé? Bon, à l'heure actuelle, cette théorie des trous de verre elle est quand même plus ou moins validée au niveau des équations, même pour envoyer des informations dans le passé. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et pour ce qui est de la conciliation entre ces théories et les paradoxes temporels, il y a un moyen de le faire que j'ai publié dans des revues scientifiques, un comité de lecture, qui font appel à la flexibilité de l'espace-temps. C'est-à-dire que, et là on en vient à comment sauvegarder le libre arbitre alors que le futur est déjà réalisé, puisque c'est la question évidente. Alors comment sauvegarder le libre arbitre alors que le futur est déjà réalisé? Eh bien, en faisant bouger l'espace-temps dans toute son étendue, aussi bien dans le futur que dans le passé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer le futur comme quelque chose qui est, je veux dire, aussi concret qu'on le ressent aujourd'hui. On a l'impression que c'est quelque chose qui serait écrit en dur, donc on a du mal à imaginer que si c'est déjà là, on ne voit pas comment ça pourrait changer. En fait, non, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fluide. On a affaire à des champs d'information, à des champs quantiques, on a affaire à quelque chose qu'on a du mal à concevoir. Pour ça, il faudrait que je fasse un détour par la véritable nature de la réalité, qui n'est pas de l'espace, fait d'espace, je vais y revenir tout à l'heure. Mais normalement, il faudrait faire un détour par la véritable nature de la réalité, qui n'est pas faite d'espace, de temps et de matière. L'espace qui n'existe pas plus que le temps, ni que la matière maintenant en physique. D'accord? L'espace, le temps et la matière sont des projections de la conscience à partir d'un champ d'information. Donc je reviens à ce champ d'information. Comment peut-on considérer ce champ d'information? C'est un peu comme un territoire d'information multidimensionnel. C'est abstrait, d'accord? À l'intérieur duquel notre futur est dessiné par un parcours. Exactement comme le tracé d'un GPS nous dit quel va être notre futur parce qu'on va suivre le tracé. Mais il peut se passer deux choses. C'est que la destination du tracé, de notre tracé futur puisse changer pendant qu'on est en train de suivre ce tracé, d'une part, et d'autre part,
finalement, on ne réalise pas ce qui est prévu par l'espace-temps et au lieu d'aller tout droit, on tourne à droite et la dame du GPS de l'espace-temps va nous dire on fait demi-tour, ou etc. Mais elle va toujours arriver à nous trouver, c'est-à-dire qu'à tout moment, jamais l'espace-temps n'aura perdu sa structure. C'est-à-dire que le futur peut parfaitement être déjà réalisé pendant qu'on est en train de le changer tout le temps, aussi bien dans le futur que dans le présent. Et je vous fais grâce du passé, cette vision des choses permet au moins de résoudre le paradoxe du grand-père. En physique, qu'est-ce qu'il en est? Les physiciens, en fait, ils ne sont pas franchement d'accord entre eux, c'est flou. Il y a quand même une dominante qui se... Parce que là, je viens de vous donner la théorie que je vous propose pour concilier les deux physiques, de l'infiniment petit, de l'infiniment grand, dans le cadre qui va nous intéresser pour comprendre la crise. Mais que dit la physique propre et nette, enfin la physique mainstream, que disent les... Est-ce qu'il y a un consensus? Non, il n'y a pas vraiment de consensus. Enfin, s'il y avait un consensus, oui, il y aurait un consensus, c'est la théorie du multivers. C'est important de la citer. La théorie du multivers, elle est tout à fait compatible avec le futur déjà réalisé, et elle est tout à fait compatible avec le fait que le futur est multiple. Sauf que les physiciens sont pris dans les dogmes qui ont fondé la physique, et qui ont fondé la science, le déterminisme, la causalité, etc. Et en plus, ces dogmes, ils sont requis pour que les équations puissent fonctionner. Et tant qu'on conserve les équations habituelles de la physique, on est obligé de se mettre des œillères par rapport à l'existence de ces dogmes. Et donc, on est obligé d'arriver à une seule conclusion, c'est que, ok, d'accord, le futur est multiple, ok, d'accord, le futur est déjà réalisé, mais alors, nous aurions des myriades de doubles conscients de nous-mêmes dans des univers parallèles. C'est-à-dire que si, à un moment donné dans ma vie, il y a une mouche qui vient se poser sur mon nez pendant une seconde, et que ça ne se produit pas dans les autres univers, que c'est nouveau, il faut créer autant d'univers que de nouveaux univers que de façon dont une mouche a de se poser sur mon nez, etc. On aboutit à des choses, parce que si vous voulez, les mathématiques sont extrêmement précises, elles ne peuvent pas admettre la moindre incartade. Et si elles ne peuvent pas admettre la moindre incartade, c'est que vous prenez n'importe quel événement insignifiant, il peut déjà avoir des variations considérables, vous êtes obligé de créer autant d'univers que ce nombre de variations. Vous voyez, en fait, la théorie du multivers, il y en a bien, et il y a beaucoup de physiciens qui sont d'accord avec ça, ne tient pas la route. Et la théorie que je propose pour résoudre ce problème, c'est la théorie de la flexibilité de l'espace-temps, et j'ai d'ailleurs publié dans la grande revue Annals of Physics un article qui s'intitule Flexible Unite but Flexible Space-Time Could Challenge Multiverse Theory, c'est-à-dire un espace-temps unique mais flexible peut concurrencer, challenger la théorie du multivers, donc, qui a été validée, revue. Voilà. Et qui d'ailleurs fait que je suis invité, j'ai été invité l'année dernière à un congrès qui a été annulé, je suis encore invité cette année à présenter cette théorie au congrès de Physics 2021 à Bruxelles. Bon, de toute façon. Donc vous avez compris, on passe de quelque chose qui est un grand problème pour les physiciens parce qu'ils sont prisonnier d'un parc de la pensée qui vient des dogmes de la science à quelque chose qui est beaucoup plus intuitif. Et en fait, si on remet la conscience au centre, je ne sais pas si je dois répondre à Ronette, mais si on remet la conscience au centre, on s'aperçoit que toute la physique redevient intuitive, alors que la physique aujourd'hui, elle a été annexée par les matheux, mais alors d'une manière, et on n'y comprend plus rien. Alors, et moi, si vous voulez, je pense que le succès que j'ai vient du fait que depuis que je suis tout petit, j'ai voulu absolument conserver une vision intuitive de la physique et que j'ai réussi à la maintenir pendant ma carrière parce que j'ai fait une carrière d'ingénieur.
et que cette carrière d'ingénieur, elle m'a confronté au problème de l'information en physique, qui est un problème absolument fondamental pour comprendre la limite des équations. Bon, mais passons. Donc on a le droit de penser que notre futur, le futur aussi bien aussi bien individuel et collectif, puisse changer. Et quand je dis qu'il puisse changer, c'est qu'il existe réellement, et lui il se met à suivre un autre parcours, comme, alors j'utilise une autre analogie dans mon livre, si c'est un futur individuel, l'analogie du GPS, la métaphore du GPS permet de mieux comprendre, et si c'est un futur collectif, il vaut mieux considérer que c'est comme si nous étions tous embarqués dans un navire ou dans quelque chose qui flotte sur l'océan, avec le futur déjà réalisé dans le futur, et que le fait qu'il change fait qu'il y aurait des vagues de l'océan qui seraient telles qu'à un moment donné, paf, notre navire et l'humanité basculent. Voilà. Et qu'est-ce que seraient ces vagues? Eh bien, ce n'est pas juste de la métaphore, ça existe, ce seraient des vagues quantiques, des vagues de l'espace lui-même, des vagues de l'espace-temps qui correspondent à ce qu'on appelle la gravité quantique, mais je ne vais pas rentrer dans tout ça. La gravité quantique, c'est le fait que l'espace-temps est quelque chose qui est fluctuant à l'échelle intime. L'espace lui-même, c'est quelque chose qui est en vibration, ça a été démontré par la découverte des ondes gravitationnelles. Et à ce propos, la théorie de la conscience quantique, donc qui relie la conscience aux vibrations de l'espace-temps ou à la gravité quantique, c'est une théorie, ce n'est pas de moi. Elle est du plus grand physicien de la planète, Roger Penrose, qui a fait une publication là-dessus et qui a reçu récemment le prix Nobel de physique pour ses travaux sur les trous noirs. Donc voilà, on a de bonnes raisons de considérer que l'espace conscience est capable de faire basculer n'importe quel futur, et que donc voilà, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que lorsqu'il y a un basculement, et ben vous imaginez bien, enfin il y a un basculement, mais alors je reviens maintenant à la théorie du multivers. Pourquoi il a lieu? C'est parce qu'à un moment donné on va par là, mais c'est parce qu'il y a un autre tube là, il y a un autre futur qui essaye qui prend de l'importance. D'accord? Il y a un autre futur qui est en train de prendre comme un creux, qui est en train de prendre de l'importance, qui va faire. Donc c'est qu'il y a une autre potentialité qui est en train de prendre de l'importance, et c'est lorsque cette potentialité vient se brancher par hasard que le basculement se produit. D'accord? Et ça arrive chez tout individu, chez chacun d'entre nous, à l'échelle de notre vie, c'est-à-dire que il arrive des hasards extraordinaires qu'on appelle des synchronicités qui viennent nous apporter par hasard, qui viennent réaliser nos rêves. Bon, ça c'est le thème de tous mes livres, je ne vais pas revenir sur cette théorie. En gros, mais juste dire les synchronicités, c'est-à-dire les hasards ou la chance, ou les hasards qui donnent l'impression que l'espace-temps répond à nos intentions, ou en tout cas à notre état d'esprit, c'est quelque chose qui est réel, et c'est quelque chose qui est dû au fait qu'il y a un nouveau futur qu'on a capté en fait, qu'on a capté de notre soi, au profondeur de nous-mêmes, qu'on a énergétisé, qui est venu se brancher en utilisant le hasard pour finalement nous faire bifurquer dans d'autres directions. Et donc, quand une vie change, il y a trois choses qui se passent. Il y a la première chose, des coïncidences qui nous amènent alors ça peut être l'achat d'une maison, la rencontre d'un partenaire, etc. Et à prendre une décision à ce moment-là, et qu'est-ce qui arrive après? Souvent, mais pas systématiquement, une résistance de l'ancien futur. C'est évident d'abord que quand on change sa vie brutalement, l'ancien futur va essayer de revenir. Tout ça, ça m'est arrivé, bon, je donne des exemples, etc. Donc, appliquons ça. Alors, donc, dans le cas de l'humanité, quels sont les deux futurs en question? Voilà. Alors, il y a un premier futur qui est le futur qui est dû au fait que, parce que, donc, oui, alors,
le topo sur les pensées, les émotions qui créent la réalité, je vous le fais tout à l'heure ou vos questions. Mais bon, le futur est toujours créé par nos pensées qui sont portées par la vibration de nos émotions. Je vous promets, ça c'est vraiment très sérieux, c'est pas du New Age, c'est vraiment... Bon, je vais en parler tout à l'heure. Et donc depuis 4 siècles, depuis Descartes, depuis... on est le siècle des Lumières, et puis après on est le siècle de l'extinction des Lumières, on a sombré dans le mécanicisme, et dans le machinisme, et voilà, et la technologie, et aujourd'hui le consumérisme, etc. Et petit à petit, où ça nous emmène, étant donné que c'est dans un système de pensée qui considère l'homme comme une machine biologique, Darwin et compagnie, eh bien ça nous emmène vers un futur où l'homme devient lui-même une machine. Et puis ça, tout le monde le dit, vous savez bien que les adeptes du transhumanisme n'ont aucun problème avec ça, ils trouvent ça normal. Vous entendez aujourd'hui des Laurent Alexandre, des Jacques Attali vous dire ça, c'est tout à fait normal que l'homme évolue vers un cerveau augmenté par la machine. Au contraire, c'est un bien, va devenir plus intelligent. Voilà. Et on en voit un peu les prémices. Donc ça, c'est le futur auquel on allait de toute façon, naturellement. Parce que de toute façon, ce qui nous permet d'y aller, vous allez voir que ce sont les GAFAM, avec le grand marché des objets connectés, c'est le truc fondamental. Et il y a aussi, évidemment, Big Pharma, finance, je vais vous en parler. Et donc, je reviens à cette histoire de coïncidence qui précède une grande décision qui nous emmène à un nouveau futur. Eh bien, ces coïncidences, c'est que, voilà, pour la première fois, il y a un virus qui débarque dans l'histoire de l'humanité, qui est considéré comme l'événement le plus dramatique qui nous est jamais arrivé, alors que c'est probablement le plus inoffensif virus de l'histoire. Enfin bon. Pour la première fois, il y a ça, parce que ça conduit à la décision du confinement, et c'est l'année même, le mois même, où il y a un effondrement financier. C'est les centaines de milliers de dollars que la Fed a été obligée de distribuer chaque semaine pour empêcher la bourse de s'effondrer, etc. Bon. Et au même moment, tout ça, ça se joue à quelques mois après, il y a une simulation de pandémie, exactement de la même pandémie, dans laquelle il est question d'un coronavirus. Ça, c'est l'Event 201 qui s'est produit en octobre, où on prévoit exactement toutes les mesures qu'il faut prendre au cas où un virus apparaîtrait, alors qu'il n'est pas censé être apparu, et y compris qu'est-ce qu'on fait contre les complotistes, le confinement, etc. Et il y en a même eu 3 d'ailleurs de ces simulations-là, mais je ne rentre pas dans le détail. Et puis, autre coïncidence, officiellement ce virus il est issu de la nature, et à la nuit il est apparu dans la ville où il y a eu ce fameux labo P4 de Wuhan, où on travaille sur de dangereux virus à des fins militaires. Bon, c'est pas trop, enfin entre autres. Et puis il y a début décembre, alors cette fois-ci c'est en France, la décision, le dépôt au Sénat d'un projet de loi autorisant les mesures de confinement. Le virus il n'est pas encore là. Et puis il y a en janvier 2020 l'interdiction du seul médicament qui est suspecté d'être pouvoir jouer un rôle positif contre je ne vais pas vous faire toute l'affaire à vous, donc, si vous voulez, officiellement, tous ces événements qui n'ont rien à voir avec l'émergence du virus, la crise financière, l'Event 201, l'accident Wuhan probablement, mais dans ce cas-là c'est un accident, vous voyez, il y a le hasard qui entre en jeu. Donc si ça n'a rien à voir, c'est que c'est le hasard. On va prendre la théorie officielle. On va prendre la théorie officielle qui consiste à dire que ces 5 coïncidences sont des coïncidences et qu'il ne faut pas aller chercher plus loin. Bon, moi je pense qu'il faut aller chercher plus loin, mais on va faire comme si. Parce que si vous voulez, au final, on va conclure que dans tout ce qui arrive dans la réalité, il y a une influence du passé, donc attention, parce que si on ne parle que d'une influence du passé, là on vire dans le complotisme, mais il y a aussi une influence du futur.
Et il peut y avoir les deux en même temps, ce qui explique qu'on ne va pas trop faire. Donc, on va accepter que je simplifie et qu'on soit d'accord avec la théorie officielle qui dit que ces 5 événements n'ont rien à voir avec l'émergence du virus. On accepte, on fait comme si, d'accord. Ce sont quand même, pour chaque événement, la probabilité elle est quand même assez faible. Hein, parce qu'on parle des choses qui sont d'importance. Comment ça se fait que ça arrive à ce moment-là? C'est juste pas possible. Par exemple, l'événement 200, on ne fait pas un événement 201 un mois ou 2 mois ou 15 jours avant que le virus apparaît. On le fait 1 ou 2 mois après, comme ça a l'air beaucoup plus sensé, quoi. Etc. etc. Bon. C'est pour ça que l'histoire du complot, ça tient pas, ça a l'air aussi pas tellement cohérent. Vous verrez que c'est plus compliqué que ça. Mais bon, on fait comme si il n'y a aucune raison de suspecter quoi que ce soit, tout le monde il est gentil, il n'y a pas de problème. Et donc on a une série de coïncidences qui ne peuvent pas être finalement, parce que les coïncidences, la probabilité elles se multiplient, qui ne peuvent pas être dues au hasard, qui nous amènent à une décision qui est celle du confinement. Et effectivement, si on regarde les 5 événements, ils sont tous favorables au confinement. Parce que s'il y a une crise, si on est en temps de crise financière, bah, c'est bien de confiner les gens, parce que comme ça va éviter le chaos. Si on a fait une simulation dans laquelle on a prévu le confinement, ben c'est bien, ça va aider à prendre la décision du confinement. Si c'est un virus échappé d'un laboratoire qui a été créé artificiellement, ben là, il faut se méfier, parce que là, c'est pas comme un virus naturel, donc là, ça va favoriser le confinement. Si on a autorisé les mesures de confinement, ben, ça tombe bien, alors on va pouvoir confiner. Et puis s'il n'y a pas de traitement, ah ben non, il n'y a pas de traitement... on va être obligé de confiner. Donc on a 5 coïncidences qui ont agi comme catalyseurs du confinement. Et donc là, on est dans un scénario où un nouveau futur essaye de se brancher dans la réalité, parce que c'est quand même un événement exceptionnel. Et pour que ce soit vrai, il faudrait qu'on aille vers une société où, par exemple, cette décision aurait conduit à, par exemple, au lieu d'interdire les restaurateurs d'exercer leur métier, on aurait dû par exemple supprimer l'élevage industriel. On aurait mangé 5 fois moins de viande et puis là on serait allé dans la bonne direction, puisqu'il s'agissait de dépolluer la planète. Et qu'on sait que pour dépolluer la planète, il faut faire ça. Sauf qu'a surgi le dogme vaccinal et l'obsession vaccinale depuis un an, enfin bon, voilà. Et avec la dictature sanitaire. Et c'est là que moi j'ai compris que, attention, là, vu qu'il y a plein d'erreurs et des défaillances dans cette histoire, c'est qu'il y a un ancien futur qui résiste. Quel est cet ancien futur? Cet ancien futur, c'est un futur qui a besoin qu'on revienne d'urgence vers lui, parce qu'il a besoin absolument qu'on accepte l'identification numérique. Parce qu'on ne peut pas aller vers le transhumanisme si on n'accepte pas l'identification numérique. Le transhumanisme, c'est plus qu'un grand marché, c'est une nouvelle constitution pyramidale de la société où on finit tous par perdre notre libre arbitre, en bas on devient esclave et en haut c'est où l'homme fait petit à petit fusion avec la machine, et donc évidemment ça va pas arriver en un jour, et il y a des stades, et il y a un escalier du transhumanisme. Et l'escalier du transhumanisme, ça consiste à accepter petit à petit d'être tracé numériquement. Sans traçage numérique, on n'y arrive pas. Par contre, s'il y a une habituation progressive du traçage numérique, si même avec simplement le commencement d'y aller, eh ben, on y va automatiquement. C'est-à-dire qu'il suffit de s'y habituer au traçage numérique. Alors, c'est quelque chose de très compliqué, parce que pour se faire tracer numériquement, il y a plein de façons de faire, il y a plein de composants, il y a du passif, de l'actif, il y a besoin de la 5G, c'est très très compliqué. Alors je vais essayer de résumer ça très simplement, en disant simplement, en parlant des principales étapes. Bon, normalement, si on veut tracer numériquement toute la population, il faut obliger les gens à porter sur eux un traceur numérique. Personne n'accepte ça, puisque personne n'accepte qu'une machine le contrôle. Personne n'accepte que... Donc il faut les forcer, les gens. Et il n'y a pas d'autre possibilité. Je crois que le dogme vaccinal, le fait de vacciner tout le monde, c'est le seul moyen, effectivement,
de faire accepter le traçage numérique de toute la population, à condition que la vaccination marche. Et là, vous voyez, il y a encore une erreur, parce que la vaccination ne marche pas. Enfin, j'en sais rien. Elle n'a pas très l'air de très bien marcher, puisqu'il n'est plus question d'un pass sanitaire, il est question d'un... Enfin, il est question d'un pass sanitaire qui n'en est pas un, puisqu'il ne s'agit plus de sanitaire, il s'agit d'un QR code pour savoir si vous êtes passé par là. C'est comme le truc de l'année dernière. Là, bon, ça c'est logique, effectivement. Ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas, ils étaient obligés de lâcher une partie du morceau. Bon. Il n'y a pas des gens qui complotent, attention, hein, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, quand même, si ça avait marché, si la vaccination marchait, on aurait tous, déjà aujourd'hui, ou dans cette année, on aurait tous un traceur numérique, parce que si vous voulez, le QR code, ça ne peut pas marcher longtemps, vu que tout le monde a triché. Moi, quand je vais dans un restaurant, je ne vais certainement pas QR coder, puis je vais mettre que je m'appelle Archimède, etc. Bon, tout le monde a fait ça. Donc, on va être très vite obligé, pour que les gens soient sérieux, de les obliger à porter, non pas un portable, parce que le portable c'est trop cher, il faut que tout le monde. Donc, un truc qui va coûter 1 euro et qui va contenir leur identité numérique. Et on va les obliger à maintenir ça en poche. Et du coup, ça va doper le marché des objets connectés, parce que le marché des objets connectés a besoin de ça. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du grand marché des objets connectés. C'est le rêve pour un ingénieur comme moi, parce que je suis avant tout un ingénieur en intelligence artificielle, et mon rêve, si j'étais resté matérialiste, ce serait d'instrumenter tout le monde, d'avoir pour chaque personne un traceur numérique qui ne coûte rien, mais que la 5G peut détecter à distance, parce que la 5G, contrairement à la 4G, elle a un faisceau qui fait comme ça dès qu'elle a détecté qu'il y a un objet qui est dans son champ, et là, à ce moment-là, elle peut lire les informations. Et ils ne peuvent pas faire d'analyse sanitaire, est-ce que c'est bon ou pas sur la santé, parce que la technologie elle est tellement compliquée, donc il est impossible de mettre en place les expériences qui permettent de savoir si c'est bon pour la santé ou pas, parce qu'il y a des cas où ça ne sera pas bon, d'autres, bon, ça serait trop compliqué, c'est encore pire que pour la vaccination, et donc c'est normal de décider que c'est, enfin je veux dire, il est légitime qu'on soit les cobayes. Que ce soit pour le vaccin, ou que ce soit encore pire pour la 5G. C'est pas possible de faire autrement. Il y aura des cobayes, c'est obligé. Donc, mais bon, donc pour la 5G, donc, ça peut être pas mauvais pour la santé, mais j'en sais rien. En tout cas, c'est quelque chose qui va nous permettre d'oublier complètement le QR code et compagnie, parce que si on porte ça en poche, et ben, à chaque fois qu'on passe à quelques mètres d'une borne ou plus près, si c'est pour payer, c'est oui, parce qu'il y a aussi le paiement. Si vous voulez, vous avez une identité forte en poche, ou en bague, ou sur votre montre, ou sur votre mobile, etc. Et cette identité, comme elle est forte, si on est sûr que c'est vous, eh ben, vous pouvez tout faire avec. Et les GAFAM, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont enfin pouvoir rendre utiles les objets connectés. Parce que si un objet connecté, s'ils vont en mettre partout, dans les maisons, dans la rue, dans les voitures, etc., et ça va rendre un tas de services. Et ça va se faire, hein, parce que les gens vont demander à acheter ces services, parce que ça va rendre plein de services. Ça va vous aider à trouver des chaussures dans un magasin de chaussures, ça va détecter que vous êtes en train de chercher quelque chose, et qu'est-ce que vous êtes en train de chercher. Ça va détecter si vous êtes pressé, si vous allez trop vite, ça va vous suggérer d'autres possibilités. C'est comme un assistant virtuel, toujours présent à vos côtés, qui est en train de vous aider pour trouver tout ce que vous cherchez. Ça va remplacer même votre connexion naturelle. Ça va remplacer la sensibilité, l'intuition, ça va remplacer tout ce qui est proprement humain. Voilà. C'est-à-dire que, bon, j'ai fait un petit essai dans mon livre où je parle que je descends de ma montagne et que je n'ai pas le droit, normalement, d'avoir un objet connecté en poche, c'est-à-dire il faut qu'il soit vraiment il faudrait que je sois soit vagué, soit interne à l'organisme. Mais bon, il y a eu une tolérance parce que la fuite des créatifs culturels à bord de ville a fait qu'il y a eu une tolérance qui s'est installée. Et donc je me fais arrêter par la police au péage d'Aix.
et il contrôle que je suis bien le porteur de mon identité numérique en regardant mes papiers et le livre. Voilà, pour que je n'ai pas pris le livre de quelqu'un d'autre. Donc à ce moment-là, il me laisse passer, mais je n'ai pas le droit d'aller acheter dans la zone de plan de campagne, je n'ai pas le droit d'aller dans certaines artères, je suis obligé d'aller au centre-ville de Marseille. Et puis là, je me fais assaillir par des murmures dans l'oreille, des flashs qui me ciblent, parce que ce sont des informations qui vous sont envoyées, qui vous suggèrent des achats ou des choses que vous pourriez faire. Et les flashs que vous voyez là, ce sont des qui savent à tout moment, grâce à ce que vous portez en poche, on sait à tout moment, je pourrais développer, hein. Ce dont je vous parle, je sais le développer. Donc vous portez ça en poche, c'est triangulé par les objets connectés que vous croisez. Et il y a à 30 mètres, il y a un flash qui vient vous dire, c'est par là qu'il y a un truc d'intéressant, il faut aller là-bas, Philippe. Bon, j'y vais pas et je vais dans une boutique acheter des jouets pour mes gamins. Là aussi, je reçois une aide et là, en fait, c'est à cause juste de l'aide là, à laquelle je sais, parce que mes gamins, ils sont allés sur un internet, ils disaient qu'ils voulaient tel jouet. Et là, au moment où je passe à côté du magasin de jouets, je suis renseigné par un murmure qui me dit, là, il y a les jouets pour 2 enfants. Donc je vais au rayon, et là, je me fais aborder par une femme qui a l'air très sexy, qui commence à me demander quel âge ont vos enfants, parce qu'elle a été elle-même aiguillée vers moi par les objets connectés, tous les flashs, etc. C'est-à-dire, il y a moyen de créer des rencontres, et ça peut être très sympa. Il y a moyen d'apparier des profils, etc. et de faire que vous rencontrez par hasard exactement la personne qui correspond à votre profil. C'est-à-dire qu'avec le grand marché des objets connectés, il y a moyen de construire un monde où tout ce qui existe déjà naturellement, à travers nos facultés émotionnelles, est remplacé par quelque chose qui est complètement artificiel. D'accord ? Il y a moyen de faire ça. Et ce marché, il est 10 à 20 fois plus important du point de vue financier que le marché même celui de Big Pharma. Et il y a pire encore, il y a le grand marché de la finance, puisque la finance a un énorme problème, puisque l'euro et le dollar ne valent plus rien, puisque les planches à billets depuis 2008, elles ont complètement effondré le capitalisme, on vit dans un faux capitalisme, et aujourd'hui, si vous voulez, les grands banquiers ont un problème, c'est que voilà, l'argent, théoriquement, virtuellement, ne vaut plus rien. Normalement, on ne devrait plus avoir confiance, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a, je ne sais pas, 95 ou 99% de la masse monétaire qui est fausse, qui est de l'argent, qui est de la fausse monnaie. Donc, c'est très emmerdant, parce que du coup, ça crée une inégalité considérable entre les riches et les pauvres. Il faut qu'ils trouvent une solution, et la meilleure solution qu'ils vont trouver, c'est le Great Reset. Mais le Great Reset, la grande réinitialisation de Klaus Schwab, qui est lui-même un transhumaniste et qui a écrit tout ça, c'est pas un complot, dans 2 livres, qui s'appelle la 4e révolution industrielle, qui est celle des objets connectés, et le Great Reset. Et donc, la haute finance a besoin de conserver son pouvoir financier sur les peuples, c'est-à-dire qu'on continue d'être obligé d'avoir une banque et que voilà. Et donc, elle se dépêche de trouver un système qui va passer obligatoirement avec l'euro numérique de banque centrale. Et là, il y a un problème là-dedans, c'est le banque centrale. Normalement, pour faire de la monnaie numérique, on n'a pas besoin de banque. Il n'y a pas besoin de banque pour faire une monnaie numérique. La June, l'exemple de la June, de la monnaie libre, que moi, je vais passer du temps à faire connaître dès ma retraite, donc pas très longtemps. C'est un magnifique exemple de monnaie qui devrait s'imposer petit à petit. Et la monnaie numérique de banque centrale, c'est une monnaie, si vous voulez, c'est complètement différent, parce que là, au lieu qu'il n'y ait que des relations entre particuliers, il y a votre identité numérique qui va sur le cloud, qui correspond à votre segment de données sur la banque centrale, et avec toutes les autorisations, enfin, toutes vos relations avec vos, etc. Et c'est géré par une banque. Et donc, si vous voulez, la possibilité d'acheter ou de vendre devient dépendante de la surveillance bancaire et donc de la surveillance étatique, etc. Et si vous voulez, c'est une manière de redémarrer avec exactement le même système prédateur comme en 40. D'accord ? Alors qu'on a à
travers la blockchain, une immense opportunité. Comment il s'appelle, Idriss Aberkan, le type vient de le croire, on a une immense opportunité de se libérer des banques. Et ça serait logique qu'on s'en libère, puisqu'ils nous ont complètement effondré la valeur de la monnaie, ils nous ont créé une situation pas possible. Et donc le numérique est aussi un moyen de survie pour la haute finance. Donc c'est un moyen de survie pour les GAFAM, ou même de se faire un argent fou, et c'est aussi un moyen de développement parce que les Big Pharma a aussi besoin de notre identité numérique de manière à ce qu'on ait un suivi dans le temps de tout ce qu'on prend comme vaccin et comme médicament. Donc si vous voulez, à la lumière de tout ce que je viens de vous dire, vous devriez pouvoir comprendre que le véritable objectif de la dictature sanitaire n'a absolument rien à voir avec la santé, et qu'il a au contraire tout à voir avec le numérique, le contrôle numérique. D'accord ? Pour moi, c'est devenu une évidence qui permet de comprendre pourquoi on censure à ce point les traitements, enfin bon, mais c'est pas ma partie. Voilà. J'ai parlé combien de temps là? Je peux peut-être. Voilà. 50 minutes. 50 minutes, d'accord, ça va, donc je peux encore. Voilà. Donc il y a des choses qui sont... Donc voilà, ça c'est pour mon interprétation de la crise sanitaire. Et alors pourquoi est-ce que je dis qu'il n'y a pas de complot là-dedans? Parce que je considère qu'on assiste à la disparition d'un ancien futur, que j'appelle le futur, le transhumanisme, qui produit des défaillances irrationnelles, des pannes inexplicables, des comportements irrationnels, etc. Et en fait, on voit que font finalement tous ces acteurs, tous ces décisionnaires de la crise sanitaire, c'est finalement se décrédibiliser. C'est-à-dire le futur transhumaniste, le futur est sans cesse en train de se décrédibiliser. Ils sont sans cesse en train de prendre des mesures qui ne marchent pas. Ils sont sans cesse en train de nous halluciner, de nous sidérer. Combien de fois je me suis demandé qu'est-ce que je foutais sur cette planète, je crois que je me suis bourré en décidant de m'y incarner parce que je n'ai pas affaire à des gens comme moi. Je me suis vraiment... Alors, je me considérais déjà un peu comme un extraterrestre avec un certain inconfort, parce que c'est quand même pas évident de subir ce décalage permanent. Mais aujourd'hui, je suis rassuré parce que je vois qu'il y a d'autres extraterrestres comme moi, et qu'il y a une grande masse de la population terrestre, je ne sais pas, 80-85%, qui... Alors là, je me suis demandé pourquoi j'étais venu vraiment comme si, parce qu'on me demande s'il y a vraiment quelque chose à faire pour eux. Enfin, excusez-moi. Et donc, oui, tout ça, c'était pour dire que... Le futur. Oui, voilà, donc c'était pour dire qu'en fait, il n'y a pas des gens qui complotent, des Bill Gates qui sont des grands méchants, etc. Il y a simplement un conditionnement matérialiste qui amène à penser ceux qui ont l'air de comploter, ceux qui pensent avec des mauvaises intentions, ils n'ont pas du tout de bonnes intentions, c'est dans leur idéologie. C'est normal, ils veulent contrôler tout. Et eux, ils veulent se mettre au niveau des élites et ils considèrent qu'il y a des inutiles, hein, comme le dit Laurent Alexandre, qui sont les gilets jaunes, etc. Enfin, bon, ils ont cet état d'esprit-là, bon, ça existe, bon, ok. Ils ne sont pas méchants, ils essayent d'être réalistes, ils sont hyper discriminants, ok. Ils pensent qu'il y a des gens intelligents qui méritent de vivre et des gens pas intelligents qui méritent de crever. Bon, ok. Mais c'est normal, c'est Darwin. Ils croient dans Darwin, ils croient que ce qui fait évoluer la société, c'est la sélection naturelle, etc. Donc, il ne faut pas leur reprocher. Et le problème, c'est que notre science, elle les alimente en idéologie. Enfin, le scientisme. Et en fait, d'où ça vient ça? D'où vient ce scientisme? C'est parce qu'on a cru que l'intelligence venait du cerveau. On a cru que l'intelligence venait du cerveau, mais c'est... Bon. Parce qu'il y a trop de choses à dire là. En fait, si on veut vraiment comprendre pourquoi l'intelligence ne vient pas du cerveau, enfin pas que du cerveau,
il faut comprendre que la conscience, c'est l'espace. L'espace n'existe pas tel qu'on le perçoit. C'est comme une projection holographique à partir d'un champ d'information. La grande physique aujourd'hui, la nouvelle physique, les plus grands physiciens sont hyper séduits par le modèle holographique de McKenna qui met 10 dimensions à notre univers et dont une partie de l'autre côté des trous noirs, etc. Enfin, si vous parlez de ça, on n'est pas sorti. Mais je vous ai sorti 10 preuves que l'espace-temps est une projection de la conscience. D'une part, la flexibilité de l'espace-temps qui relie la gravité quantique et la conscience. Donc l'espace et la conscience, la gravité quantique, c'est les fluctuations de l'espace. La flexibilité qui a été avérée par les synchronicités, c'est le seul moyen d'expliquer les synchronicités, mais aussi l'intuition, qui relie sans la causalité les événements et la conscience. Je vous ai déjà parlé de la théorie de la conscience quantique de Roger Penrose, quand même, c'est le prix Nobel le plus respecté de la planète, par le physicien français notamment. L'espace est plein de bugs, et il a 6 bugs, il est courbé, il est troué, il est pixelisé, il est en vibration, et en plus il est non local, c'est pas de l'espace. Je vais être courte. La matière, c'est que du vide, et lorsque vous zoomez sur le vide, ça se réduit à des vibrations dans la théorie des cordes, par exemple, la théorie des cordes, qui est revalorisée du fait qu'elle est cohérente avec le modèle holographique de McKenna. Et donc, alors, à ce sujet, justement, pour arriver à comprendre pourquoi ce sont nos émotions, parce que je ne sais pas si je vais avoir le temps d'en parler, qui effectivement portent la création de notre futur, c'est parce qu'en fait, si la conscience est l'espace, les émotions sont liées aux vibrations de l'espace. Alors bien sûr, à différentes échelles, les vibrations de l'espace, les trous noirs, c'est pas une échelle bien supérieure. Et le mental, lui, est lié à la géographie, il est lié à l'espace lui-même, à nos interactions entre objets dans l'espace. Et donc, qu'est-ce que je disais? Et oui, et la théorie des cordes nous apprend quoi? C'est que l'univers dans lequel on vit au sein du multivers, c'est-à-dire la branche d'univers qui va être notre futur, c'est quelque chose qui dépend des vibrations de l'espace, donc de nos émotions. D'accord? Il y a d'autres raisons, mais c'était pour vous la faire courte. Donc, les témoignages d'expérienceurs de mort imminente, qui disent très souvent avoir la sensation d'être l'espace ou d'être l'objet perçu. Là, j'ai une redite. Les ovnis pilotés par la conscience sans aucune interface ni propulseur. Bon, ça, c'est mon truc, c'est mon dada. Mais j'ai beaucoup étudié ce dossier depuis 10 ans, et pour moi, c'est le plus grand des arguments. Mais bon, moi seul, c'est pourquoi les ovnis sont pilotés comme ça, mais je ne peux pas attendre de vous expliquer, en plus, c'est très compliqué. Voilà, les voyages chamaniques, bon, ils font aussi des distances intersidérales, mais aussi tout ce qui est la philosophie, les religions, le bouddhisme, la caverne de Platon, Matrix, la réalité augmentée. Tout ça, c'est autant de façons de considérer notre réel comme une illusion. D'accord? Et du coup, notre réel étant une illusion, il est beaucoup plus facile d'accepter l'idée que... je ne sais plus. Non, d'accepter l'idée que, voilà, que la conscience, qui est à l'origine des vibrations de l'espace, qui est même créée par les vibrations de l'espace, puisse avoir une action sur notre réalité. N'est-ce pas, Étienne? qui vient d'entendre parler pour la première fois de mes travaux et qui doit faire un bond comme ça. Voilà, et donc ça c'est quelque chose qui commence petit à petit à rentrer dans l'esprit des physiciens, mais pas tous. Moi je vois de plus en plus de publications sur la conscience quantique, etc., dans des revues à comité de lecture, mais qui ne sont pas acceptées par la physique mainstream, qui sont considérées comme, comment on appelle ça, des revues créatrices, je ne sais pas quoi, comme neuroquantologie, etc. Enfin, bon, il y a énormément de revues, y compris de physique, il y a toute une liste qui sont considérées par les sceptiques comme des revues non dignes d'intérêt, ou prédatrices, ou etc.
Mais le problème, c'est que toutes les autres revues qui sont considérées comme mainstream, etc., comme celle que j'ai publiée, Annals of Physics, Physical Review, Nature, Science, etc., il y en a plein, elles interdisent toute approche où on mélange la physique avec d'autres sujets, ou alors on va peut-être mélanger, dans certains cas, la physique et les neurosciences, mais on va combattre, mais s'il y a le mot conscience dans le café, ça va pas passer. Moi, j'ai un mal fou à faire passer mon dernier papier. Bon, là, il n'est pas encore accepté, mais revué dans une autre revue, parce que je parle dedans de conscience. Mais c'est parce que, si vous voulez, on est dans un scientisme. L'Occident est prisonnier d'un scientisme. J'ai fait ce schéma-là pour vous verrez dans le bouquin. Qui nous empêche de considérer tout le pôle informationnel vibratoire de la conscience, qui est pourtant indispensable, parce que c'est ça qui va nous permettre de devenir vraiment intelligents. Il y a trois types d'émotions, tout comme il y a trois niveaux de la conscience. Il y a le niveau physique, donc il y a les émotions qu'on ressent au niveau des tripes. Il y a les émotions, il y a le niveau psychique, la conscience elle-même, qui correspond aux émotions qu'on ressent au niveau du cœur. Et il y a les émotions qu'on appelle des intuitions, qui sont mentales, qui sont donc des intuitions qu'on ressent au niveau du cerveau droit. Donc si vous voulez, les émotions, elles ont trois cerveaux, alors que le mental, il n'en a qu'un. Enfin, il y en a peut-être trois, mais en tout cas, les émotions ont trois cerveaux aussi. Et on comprend bien, c'est pas forcément cerveau droit et cerveau gauche. Hein. Le gauche n'est pas forcément à droite, c'est comme l'homme et la femme. Hein. Il y a le féminin, le chien, etc. Enfin, la notion de cerveau droit et cerveau gauche est quand même correcte, puisque au niveau des fonctionnalités, puisqu'il y a effectivement les fonctionnalités analytiques et décisionnelles, mais surtout analytiques et de reconnaissance, qui appartiennent au mental, au cerveau gauche, et il y a la fonctionnalité synthétique, c'est-à-dire qui sont absolument indispensables. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez une trop grande masse d'informations à gérer pour arriver à comprendre quelque chose là-dedans, le mental peut être complètement dépassé. C'est ce qui se passe avec la crise du virus. Hein. Le conseil scientifique, ils prennent un critère, deux critères, trois pas plus un, la distanciation, etc. Enfin, il y a plein de raisons de ne pas faire porter les enfants du masque, mais elles sont trop subjectives, donc ça ne rentre pas. Vous voyez, tout ce pot. Et donc finalement, on aboutit à un scientisme de mesure qui ne va prendre que ce qui est mesurable pour prendre des décisions et qui va oublier tout le reste comme si ça n'existait pas. Alors que si on avait géré parce que le mental est dépassé dans cette histoire. Le mental est complètement dépassé dans la crise du coronavirus. Alors que si on avait dit, attention, là, ça c'est. Il faut faire appel à une intelligence supérieure, et donc à nos émotions, on aurait beaucoup mieux géré la crise. Et d'ailleurs, les pays qui ont le mieux géré la crise sont des pays gouvernés par des femmes. Parce que les femmes, évidemment, naturellement, elles utilisent beaucoup plus facilement que les hommes cette intuition, ces sentiments, etc. Les émotions, ça sert à analyser une très très grande somme d'informations en allant vers le plus juste niveau de la décision. Et donc mais par contre, ça a des défauts, c'est que vous ne pouvez pas expliquer. Ce n'est que du ressenti. Vous ne pouvez pas expliquer pourquoi vous devez prendre cette décision en fonction d'un ressenti, parce que vous ne pouvez pas communiquer votre ressenti. C'est le même problème avec l'intuition. Quand on a une intuition de quelque chose, on voit, ça y est, on a trouvé la solution, et bien il faut un temps de maturation avant d'arriver à transférer ça au cerveau gauche, au mental. Voilà, ce qui se passe, c'est que notre science, elle a sombré dans le scientisme. Et pourquoi elle a sombré dans le scientisme? À cause de la pression des multinationales de la technologie qui instrumentalisent la science pour leur profit, alors que les vrais scientifiques et la vraie science, elle utilise le génie des scientifiques. Et ce génie, il est basé sur quoi? Il est basé sur le fait qu'il y a un long processus de maturation dans la recherche, que
il y a des génies qui ont de l'intuition, c'est-à-dire qui trouvent la solution au problème. On n'a plus de trouveur maintenant au niveau des chercheurs, parce qu'ils utilisent leur intuition, parce qu'ils se réveillent le matin avec la solution, etc. On ne leur apprend pas du tout comment il faut faire. Voilà, mais ça, tout ce pan de méthodologie de la recherche scientifique, de la découverte, c'est quelque chose qui est complètement ignoré par la science, parce qu'on considère que l'intuition, c'est féminin, en gros, c'est quelque chose qui est... Et donc, du coup, ça aboutit au covidisme. Le covidisme, c'est quoi? Le covidisme, c'est que normalement, le discernement qui est basé sur du côté mental, l'analyse, la logique, et du côté émotionnel, la subtilité et l'intuition, subtilité, c'est quand ça devient compliqué, et qui, au niveau de la science, a tendance à dévier. Donc la science, elle va vers la rigueur, mais elle oublie l'intuition. Quand on est dans le scientisme, là, on dérive encore, parce qu'on descend carrément dans le réductionnisme en oubliant la subtilité, donc là, on ne risque pas d'être juste. Mais alors, dans le cas du covidisme, on arrive à quelque chose qui oublie complètement toute intelligence, c'est l'aveuglement, la flexibilité, le dogmatisme, le réductionnisme, la rigueur. C'est-à-dire que ça dit, autrement dit, dans le bon sens, la rigueur se transforme en réductionnisme, qui se transforme en dogmatisme, qui se transforme en inflexibilité, qui se transforme en aveuglement. Ces cinq propriétés du mental ont été les propriétés qui ont été privilégiées dans la gestion de la crise sanitaire. Et pourquoi? Parce qu'on a carrément viré toute intelligence émotionnelle. Alors, pour arriver à un bon discernement, la science utilise la rigueur, mais c'est pour se fabriquer c'est pour respecter les dogmes. D'accord? Ça impose un cadre. Ce cadre impose d'oublier tout ce qui est intuition. Si on accepte l'intelligence émotionnelle, donc on accepte une vision subtile de la réalité, on accepte l'intuition, qu'elle provienne de l'expérience ou qu'elle soit transcendante, on accepte la transcendance, et après on commence à déconner, comme nous autres de l'autre côté, ça commence à devenir de l'ésotérisme, de la religion, ça se termine en sectarisme et en illusion. D'accord? Le bon équilibre. Et donc vous avez compris que du côté droit, c'est plutôt la spiritualité, du côté gauche, c'est plutôt la science. Et le bon équilibre, c'est la convergence entre la science et la spiritualité, qui va permettre de compenser l'excès de la logique par la prise en compte de la subtilité, l'excès de l'analyse ou les dérives par la prise en compte de l'intuition, et l'excès de rigueur par la prise en compte de transcendance. Et après tout, c'est logique, parce que la rigueur, c'est l'allégeance à un système fermé, qui est, là je ne vais pas en parler, qui est fait des quatre murs que sont le déterminisme, la causalité, le matérialisme et le hasard, qui sont comme quatre dogmes indéboulonnables en science, qu'on est obligé de supposer, sinon on n'a pas le droit d'utiliser les équations. Or, je suis désolé, ok, on est rigoureux, mais dans un cadre qui est lui-même faillible. Et la science a démontré que le déterminisme ne marche pas, que la matière n'en est pas, que le hasard n'est pas du hasard, et que la causalité, elle pourrait être double. Donc on a le droit, on devrait avoir le droit, si on veut être rationnel, je dénie la rationalité aux scientistes, vous avez tous tendance à parler des gens, oui mais il est rationnel parce qu'il est cartésien, etc. Mais non, c'est pas rationnel, ça n'est plus rationnel. Ce qui est rationnel, c'est d'accepter la transcendance, puisqu'on accepte des dogmes dont on sait qu'ils sont faux. Donc on peut peut-être au moins dire on va essayer de sortir de la boîte et puis accepter telle vision originale qui nous donne un autre aperçu de la réalité. Et on ne peut pas le faire tant qu'on n'intègre pas la possibilité que l'émotionnel puisse apporter une véritable information juste. C'est parce que on ne veut pas faire appel aux vertus du cœur, aux vertus de l'intuition, aux vertus des gens, des personnes qui sentent des choses, parce qu'on ne veut pas faire appel à ces vertus-là, qu'on tombe dans l'excès qui fait qu'on en arrive à un scientisme qui dégénère en covidisme. Et donc, bon, pour conclure, et puis le reste, vous fera aux questions. Ouais. Oui, pour conclure sur quelque chose d'amusant, donc
Au début de la crise, je me suis amusé à faire des anagrammes parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. J'avais fait il y a 2 ans un anagramme qui disait, et qui avait, je vous parle d'anagramme exact. Hein. C'est difficile de trouver des anagrammes exacts et en plus qui aient du sens. Hein. Donc il y a 2 ans, j'avais trouvé le mouvement des Gilets jaunes égale le mouvement génial et juste. Là, au début de la crise, j'ai trouvé, et ça m'a inspiré, le coronavirus égale ouvrira enclos. Le coronavirus ouvrira l'enclos du parc de la pensée. Il va nous permettre de retrouver l'intelligence émotionnelle, parce que le parc de la pensée a supprimé l'intelligence émotionnelle. Et puis là, pour faire plaisir aux complotistes, qui sont des gens intelligents quand même, alors que ma thèse, elle est plutôt anti-complotiste. Non, ça je viendrai après. Bon, le transhumanisme égale terminus chaman. Terminus, les chamans sont au chômage, puisque l'âme, il n'y a plus besoin de la recouvrir. Le transhumanisme, c'est la voie pour supprimer la connexion à l'âme. Anti-conspirationniste égale opiniâtre inconsistant. Anti-complotisme égale amnistie complot. C'est exactement ça. Et la meilleure, qui s'appelle la meilleure, pas de moi, faites l'amour, pas la guerre, égale l'orgasme apaisera le futur. Voilà, j'ai compris. Moi j'ai envie de dire qu'est-ce que c'est le nouveau futur alors? Ah oui, c'est ça la question. Il faut le relever. Ah ben, alors le nouveau futur, c'est le futur où on se débarrasse de l'esclavage qui nous est induit par la finance. Donc c'est le nouveau futur où on apprend à fonctionner en réseau pour tout, plutôt qu'en pyramidal, avec un système qui contrôle tous nos faits et gestes, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais je n'ai pas dit cette chose, les objets connectés, le traceur qu'on porte sur soi, ça va nous permettre de récupérer des signaux sur tout ce qu'on fait en temps réel. Et moi, je suis un spécialiste du traitement du signal en temps réel, et ça permet d'identifier le comportement, mieux que peut le faire l'œil humain. Donc on peut détecter si quelqu'un est en train de faire l'amour, est en train de manger, qu'il est en train de parler, est en train de faire du sport, est en train de conduire, est-ce qu'il a une bonne conduite, est-ce qu'il a une mauvaise conduite, etc. Enfin, on peut tout contrôler avec une traceur numérique. Et le fait que ce soit des traceurs numériques sur cloud fait que les informations qui permettent de tout contrôler, elles risquent d'être piratées. Et de toute façon, vous allez donner l'autorisation à des sociétés qui vont vous amuser de travailler avec vos données pour qu'ils puissent vous suivre. Mais enfin, il y a une grande population, une grande partie de la population qui va donner, ce marché va exister. Les gens vont donner leurs données. On le fait déjà. Pour ne pas être emmerdé sur Internet, on accepte les cookies, etc. Donc, on le fait déjà. Pour l'instant, c'est pas trop grave parce que le traçage par portable, il n'est pas terrible, il ne permet pas d'identifier notre comportement. Il est très imprécis, il ne permet pas de savoir avec qui on parle. Il est précis qu'à 1 mètre au lieu en faisant des moyennes et à 10 mètres, sinon en temps réel. Donc le traçage numérique du GPS est inexploitable pour faire ce que je vous ai dit. Donc oui, mais la question c'était vers quel futur allons-nous donc maintenant, après la traversée d'une phase de chaos qui va correspondre à l'effondrement de l'ancien système, puisqu'à force de faire des erreurs, eh bien, donc, on dépend tous d'un salaire, on dépend tous, etc. Donc ça va passer pour au moins, il va falloir avoir 2 comptes. Un compte bancaire sur lequel on continue de recevoir tout ce qui nous provient du système actuel, et qui est géré par les banques, et un compte pas bancaire qui provient de toute notre mise en lien, la mise en lien de toutes les personnes qui peuvent
nous rendre des services, nous rendre, que ce soit de la nourriture, différents biens de consommation, etc. Donc ça a les moyens de créer ce réseau, s'ils existent déjà, hein, il n'y a pas de souci. Moi je vais travailler dessus à l'avenir. Et petit à petit, l'exemple de la monnaie libre est vraiment le truc le plus éthique, parce qu'en plus la création monétaire elle se fait en bas à part égale, au contraire de notre système actuel où la création monétaire elle est décidée par le monde entier, l'Europe, etc. Et on sait à quel point c'est la corruption par l'argent fait des et donc ça c'est la première des choses. La première des choses, c'est donc avoir un deuxième compte qui nous permet de vivre, qui n'est pas un compte bancaire, mais qui est un compte d'échange. Plein de moyens. Et à partir de ce compte d'échange, donc il faut faire le point de tout ce qu'on a besoin pour vivre, de tout ce qu'on aime avoir ou faire pour vivre, etc. Et déterminer le réseau de personnes avec qui on veut échanger. Et voilà, il faut faire comme ça. Et je suis sûr qu'on arrive facilement à la moitié de notre consommation. Et dès qu'on est à la moitié, déjà, on a un volant de liberté. Donc moi, c'est ce que je vais faire personnellement en association avec plein de gens, là où j'habite, enfin, dans les Alpes de Provence. C'est parti, enfin, doucement, hein, ça va le faire. Et donc, évidemment, ça va être de développer tout ce qui est autonomie, résilience et solidarité. Parce que la solidarité va venir évidemment de la mise en lien, quoi. Et puis, ça sera accepté. Ce qu'on va faire sera accepté parce que, justement, on sera tellement solidaire qu'il n'y a personne qui osera s'opposer à ce genre de mouvement. Enfin, voilà. Non, il y a des choses super à faire pour construire ce que j'appelle le fut et le milieu. Donc il s'agit donc d'évoquer résilience, autonomie, solidarité, c'est de récupérer tout le pouvoir de consommer, de vivre, etc., qu'on a perdu à cause d'un système qui a fini par nous aliéner et qui aujourd'hui essaie de nous contrôler dans tous les aspects de notre vie. Et donc j'en parle dans mon livre sur plusieurs pages, hein, mais je n'ose pas parler d'un truc, je vais oublier tout un tas d'autres trucs. Hein. Il y a le secteur, donc, il y a avant tout l'agroalimentaire avec la permaculture, etc. Mais il y a aussi tout ce qui est recyclerie, enfin, voilà, tout ce qui est apprendre à consommer, il y a aussi à recycler tout ce que... Enfin bon, il y a aussi toutes les... Parce qu'on va avoir besoin de loger du monde, on ne va pas les loger dans on va devoir loger plein de jeunes. Donc il y a plein de types de constructions légères, respectueuses de la nature, qui vont pouvoir être... voilà, et ça c'est pareil, ça sera accepté. De toute façon, on prendra les gens qui n'accepteront pas. Voilà, il y a plein de trucs à faire. Et surtout, le pôle enseignement, atelier, stage est considérable. Alors là, parce que si vous voulez, tout ça, ça ne peut pas marcher s'il n'y a pas une révision totale de notre vision de la réalité, qui va remettre en perspective voilà, donc il y a le pouvoir considérable de la conscience. Et puis il y a évidemment toutes les médecines alternatives qui vont d'ailleurs être boostées par les grandes erreurs que sont en train de faire Big Pharma et compagnie. Il y a plein de choses, je ne peux pas tout vous dire, mais il y a de quoi rêver super bien au futur lumineux. Voilà. Et ça se fera évidemment en campagne, plus que dans les villes, mais il y a certaines villes où ça se fera aussi. Je pense. Je ne sais pas si j'arriverai à bien le formuler. Donc d'après ce que je comprends, c'est l'humain qui crée un futur. Oui. Là par exemple, il y a 80%, il suffit de regarder autour de soi, moi je vais voir dans mon monde, il y a 80% des gens qui vont toujours dans un futur transhumaniste, et il y a 20% qui commencent à aller vers autre chose depuis un bon moment. Si je mets dans une balance, 80 c'est plus que 20. Réaliser un futur, j'essaie de... J'ai une idée, mais c'est difficile à exprimer. Comment il se crée ces futurs en fait? Parce que les 10% ou 20%, moins que ça, qui vont effectivement donner des exemples du fait qu'on peut vivre autrement, vont faire énormément d'émules, alors que l'autre exemple va faire énormément de malheureux. Et
Donc voilà, il y aura une concurrence entre les différents systèmes qui va se mettre en place. Pas tout de suite, parce qu'on va rentrer dans une période de chaos là. Mais petit à petit, quoi. Enfin, moi je pense à partir des années 2025 que ça, des gouverneurs, je dirais, qui seront déjà en avance. Moi je vais aller faire bientôt des conférences chez des gens qui ont déjà commencé à construire tout ça. Et voilà, non, il faut commencer petit et ça va essaimer. Voilà, il faut juste faire quelque chose qui tient la route. Voilà. Il y a une notion de masse critique dans l'histoire. Ouais, mais elle est atteinte. Elle bascule. Ouais, il faut atteindre ce chiffre. Ouais, je pense qu'elle est déjà atteinte. Ouais, mais bon, parce que je suis peut-être trop optimiste, mais je pense que la masse critique est déjà atteinte. Après, en fait, j'ai une idée, mais c'est difficile à exprimer. En fait, là, il y a la conscience qui parle. Là, je parle actuellement, mais je ressens dans la vie qu'il y a quelque chose de plus profond en moi. Et est-ce que c'est cette conscience-là qui crée, alors après vos ouvrages, vous parlez de l'ange, si j'ai bien compris. Oui, ça c'est un peu... Est-ce que c'est elle qui crée ou c'est elle qui... Ah oui, d'accord, mais ça je ne sais pas plus, je ne pouvais pas tout dire. Vous ne pouvez pas créer un futur avec une intention qui vient de votre cerveau, qui vient du conditionnement mental qu'on a tous, voilà, vos parents, tu vas devenir ça, donc bon, je veux devenir ça, donc j'y pense, donc or, ça c'est la voie du conditionnement. La voie du conditionnement, ça ne sert à rien de vouloir créer quelque chose qui existe déjà, d'accord? Non, pour créer un nouveau futur, il faut aller puiser au fond de soi. Donc là, c'est tout ce que j'enseigne d'habitude, enfin, lâcher prise, détachement, confiance, etc. Parce qu'on est accompagné d'une seconde entité, en quelque sorte, qui gère notre futur, qui construit notre futur pendant que nous, on construit notre passé. Parce qu'on croit, en fait, il faut regarder en arrière. Il y a certains Indiens qui le disent, je crois, c'est pas les que nous, on construit notre passé. Une autre partie de nous-mêmes dont on est inconscient, appelons-le subconscient, construit notre futur. Il est important qu'on n'en soit pas conscient, parce que si on en était conscient, on ne pourrait jamais progresser. Parce qu'on ne franchirait jamais les étapes indispensables dont, en étant inconscient, on dit qu'après les avoir franchis, finalement c'est bien que j'ai traversé ça. D'accord? Donc il est fondamentalement important pour l'univers. L'univers a cette conscience d'avoir un système cybernétique qui tient compte du fait que pour progresser, on a besoin d'être inconscient, de ne pas avoir la vision de notre avenir. Et donc l'univers est bien foutu pour ça, puisqu'on vit dans un univers, à mon avis, cyclique, avec une seconde moitié qui héberge justement cette autre partie de nous-mêmes qui crée notre futur, avec laquelle on est en connexion vibratoire. Ce vibratoire, c'est-à-dire quanto-gravitationnel. C'est la seule connexion possible entre les deux versants de l'univers. Vibratoire, donc c'est par l'intermédiaire de ce qu'on vibre, qu'on va, d'abord si on s'est déconditionné, qu'on va réussir à rentrer en contact avec qui on est, qu'on va recevoir l'information sur le sens de la vie. Et c'est à partir de ce moment-là, à partir du moment où on a capté l'information sur ce qu'on a à faire et qui nous met en joie, le critère c'est la joie. Dès que la joie s'installe, ça veut dire qu'on a la connexion avec notre supérieur, avec notre moi supérieur, notre soi. C'est la joie qui valide la connexion avec notre soi. Ben là, c'est gagné, puisqu'on va automatiquement intentionner quelque chose de nouveau. Et puis après, le laisser agir, le lâcher prise, etc., la confiance, la prise de risque, tout ça va automatiquement nous amener aux coïncidences, au hasard qui vont nous faire réaliser ce futur. Ça s'inscrit dans cette théorie. Ouais. J'ai une question. Vous alternez entre la vision de l'homme, de l'être humain pour lui-même, et une partie de ce que vous avez dit. Vous alternez entre une vision de l'homme individuel, et puis un écosystème mondial avec des phénomènes de masse qui sont assez importants. Et on sait aussi que dans l'histoire du monde, on a aussi les phénomènes climatiques ou les phénomènes de population
qui joue sur l'humain. Enfin, il y a une interaction constante entre ce que individuellement nous décidons, comment nous ressentons des phénomènes extérieurs et les phénomènes de masse qui nous entourent, et puis que collectivement il y a des phénomènes de masse qui s'entraînent eux-mêmes. Donc à un moment donné, par rapport à ce futur qui est contradictoire, et ces futurs qui sont contradictoires, j'ai deux questions. Comment vous intégrez la donnée changement climatique, ou en tout cas des changements qui sont assez importants, et qui vont jouer sur des masses conséquentes de populations qui vont migrer, et il va y avoir des effets, ça ne peut pas ne pas avoir d'effet. Ouais. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, au-delà de ces changements climatiques qui entraînent des mouvements de population, on sent qu'il y a une partie du monde, enfin, on est sur des 3 ou 4 grandes régions du monde, l'Europe Occident, l'Afrique, Moyen-Orient, enfin, un petit peu, et puis le monde asiatique, l'Amérique du Sud, on ne sait pas trop où ils se situent, enfin, moi je n'y arrive pas, ils sont à partie sur l'Occident et à partie retirée. Et comment vous voyez l'influence de ces grandes régions qui sont aujourd'hui, on voit d'être supervisées par des autorités supérieures à ces niveaux-là. Comment, dans vos théories, vous pouvez intégrer ces deux phénomènes de masse qui jouent maintenant là-dessus? À moyen terme, vous avez raison, et là, moi, je n'ai pas les compétences pour... mais à long terme, alors, le moyen terme, c'est ce qui va se passer dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Le long terme, c'est ce qui va se passer d'ici à la fin du siècle. On aura l'impact de la conscience, parce que là, on ne peut pas empêcher la causalité d'agir. Hein. Mais il y a quelque chose d'intéressant avec le climat. Et que tout comme la météo, le climat, c'est quelque chose de fondamentalement chaotique. Donc ça crée un multivers de potentialités considérables. C'est-à-dire la Terre peut s'en sortir ou pas, on peut s'en sortir ou pas. Donc voilà. Si la conscience collective arrive à évoluer suffisamment pour comprendre qu'à long terme, le climat est obligatoirement lié à la conscience, d'accord? Vous m'avez fait dire quelque chose que je ne voulais pas dire. J'ai dit à long terme, le climat est obligatoirement lié à la conscience. Une fois qu'on aura compris ça, on sera beaucoup plus positif pour l'avenir. Et je ne suis pas le seul à le dire, mais bon, après, là, vous me faites entrer dans des trucs, mais bon, à court terme, il y a des causalités qu'on ne peut pas, voilà, il y a des processus, il va y avoir des effondrements, effectivement, je ne sais pas si les océans vont monter, attention, il ne faut pas non plus être souci alarmiste. Hein. Non, il n'y a pas d'alarmiste. Mais il y aura des flux de population, ça c'est sûr, il y aura tout ça. Mais à long terme, c'est la conscience, c'est l'instruction, c'est ce que l'humanité aura compris de sa grande épreuve du virus. Parce que ça amène quand même les gens à réfléchir sur le sens de leur vie. Ça, c'est un grand avantage. Et en réfléchissant sur le sens de la vie, on finit par apprendre que tiens, on a peut-être une action sur la réalité. Peut-être que nos peurs sont en train de nous emmener vers le transhumanisme. Ça, je ne l'ai pas dit, je voulais le dire, mais la raison pour laquelle il faut faire attention aux théories complotistes, c'est qu'elles sont souvent négatives et qu'elles incitent à la peur ou à la haine, c'est-à-dire attention, ils sont en train de vouloir nous détruire, ils sont en train de vouloir diminuer la population. Non. Ça, c'est quelqu'un qui pense ça, c'est quelqu'un qui risque de favoriser l'avènement de ce qu'il pense. D'accord? Donc, même si c'était vrai qu'il y avait une volonté de réduction de la population, il n'y a même pas besoin d'en avoir peur. Et d'ailleurs, si on n'en a pas peur, ça rate. Hein. Bon, là, on se crée. Alors le problème, c'est le passage au niveau collectif. Donc voilà, faisons-le déjà pour nous et on aidera le collectif à le faire. Apprenons déjà pour nous à penser notre futur en conscience, et donc en voyant toujours le côté positif. Mais pour voir le côté positif, il faut détecter le côté négatif. Donc il faut faire attention. Il ne faut pas dire non, attention, ceux qui alertent, c'est pas bien, c'est pas bien. Non, si on oublie qu'il y a un danger, on tombe dans le danger. D'accord? Donc il faut avoir conscience du danger. Il faut avoir conscience du danger du numérique. Le traçage numérique
Attention, la technologie n'est pas négative en soi. La technologie, elle est à la fois positive et négative. On va faire des trucs super avec le traçage numérique, simplement c'est trop tôt pour l'humanité qui n'a pas compris qu'on n'est pas des machines. Lorsque l'humanité aura compris qu'on n'est pas des machines, on fera gaffe et on fera du traçage numérique qui fera attention à ne pas nous abîmer. Voilà, mais pour l'instant c'est trop tôt. On est des enfants, des ados qui déconnent, là. Enfin, à plein de choses. Voilà. J'ai envie de rêver encore plus. Qu'est-ce que vous nous dites sur les ovnis? Jacques Vallée, Trinité, etc. Est-ce que tous les boulots, ça existe? Ou tout est hologramme de la conscience? On vit dans un univers qui est un hologramme de la conscience, oui, je pense. Et avec cet éclairage-là, on peut un peu mieux comprendre le phénomène ovni. Bon, les ovnis sont réels, ça va être acté, c'est déjà reconnu, bon, ça va être acté bientôt par le Pentagone. Ils disent qu'on ne sait pas, non, ils disent pas qu'on sait, oui, ils disent qu'on ne comprend pas ce que c'est, que ce n'est pas extraterrestre, ou pas forcément extraterrestre. Voilà. Et je suis d'accord. Parce que l'origine des ovnis, c'est tellement compliqué, il y a tellement d'origines différentes, je ne peux pas en parler. J'ai failli lire avec un livre qui s'appelle OVNI et conscience. La nouvelle édition d'OVNI et conscience, où je crois que j'ai pris dans une centaine de pages le phénomène OVNI, selon mon point de vue. Il est là, Il est là, mais c'est l'ancien. Voilà, c'est l'ancien. Il y a ça aussi. Oui, oui. Vous le connaissez celui-là? Je l'ai commandé. Ah, vous l'avez pas vu? Non. Vous avez fait un commentaire. C'est pour ça que j'ai acheté. Oui, Vous avez dit que c'était l'événement peut-être le plus extraordinaire de l'histoire de l'humanité. Vous avez écrit ça. Qui a dit ça? Oui, mais bien sûr. C'est bien que je ne redis pas. Ce qui se passe à l'heure actuelle avec la reconnaissance. Bon. Non, mais les ovnis, bien sûr, c'est ce qui m'a aidé à prendre conscience. La nature de la conscience par rapport à la matière, c'est la matière qui crée c'est la conscience qui crée la matière et non pas l'homme. Si on n'a pas compris ça, on ne peut pas comprendre les ovnis. Mais ça ne suffit pas non plus. Oui. S'il y a plusieurs futurs qui sont créés, donc il faut les modifier. Je voulais avoir votre avis sur quand même les plans les agendas, l'ONU. Oui, parce que moi j'ai l'équilibre entre les deux, le futur. Ce que vous me dites, tous les plans, tous les agendas, tous les complots, les 17 etc. buts globaux, voilà, vous en avez entendu parler, 17 buts globaux. Non, mais votre question est très bonne. Voilà, et donc ils vont perdurer les agendas 20, 21, 30, donc c'est-à-dire là il y a eu la crise sanitaire, oui. Ensuite il y aura la crise écologique, donc le climato-sceptique ça va être compliqué, et etc. Numérique, et donc voilà, comment s'en sortir avec tout ça, avec les plans. C'est d'abord le futur. On crée d'abord le futur. On alimente d'abord le futur. D'accord? Il faut d'abord alimenter. Il y a une partie de l'humanité qui va alimenter un futur dans lequel cet agenda va pouvoir. Bien sûr. Mais voilà, parce que comment ça se passe? Tous les plans, d'une manière générale, tout ce qu'on planifie pour construire l'avenir, c'est quelque chose qui vient du mental conditionné. À partir du moment où ça vient du mental conditionné, ça peut être extrêmement facilement relayé par le futur négatif, le futur qui dénie la nature de l'humain. D'accord? Et donc, si le transhumanisme est fort, il va donner de la puissance à ces agendas. Si par contre le transhumanisme est faible, parce que l'humanité se rend compte qu'on n'est pas des machines, et bien ces agendas vont sombrer dans l'oubli. Parce que, mais bon, évidemment, le problème c'est qu'il faut arriver à ce que tout le monde pense pas la même chose et ressemble à la même chose au même moment. Bon, mais c'est comme ce que je disais tout à l'heure, il faut qu'il y ait une partie suffisante, bon, une masse critique si on veut, de l'humanité qui a compris comment est-ce qu'il fallait reconstruire notre système.
et qui fait exemple. Et à ce moment-là, ben voilà, ça va faire réfléchir les autres. Il faut revoir tout l'enseignement. Il y a tout l'enseignement qui est à revoir. Là. Tout ce qu'on apprend à l'école, c'est juste pas possible. Les 10 commandements du matérialisme. Tout ce qu'on apprend à l'école et qu'il faut virer, parce que c'est très dangereux. La nature est sans but et sans la moindre finalité. On vous a appris ça. C'est des conneries. L'univers est né d'un Big Bang. Bon, c'est pas bien grave, mais c'est faux. Il y a la Bang. Tout ce qui arrive est le résultat de la causalité du passé. C'est faux, il y a aussi le futur. La conscience est un produit du cerveau. C'est faux. Et il y a au moins 6 raisons pour lesquelles la conscience n'est pas un produit du cerveau. La réalité est indépendante de nos états de conscience. C'est faux. Tout ça, c'est faux. Le passé ne peut plus être modifié. Bon, certainement pas beaucoup. On appelle ça l'irréversibilité. L'évolution de la vie est due à la sélection naturelle du plus fort. C'est faux. Nous sommes des machines que la technologie peut améliorer. C'est faux. La mémoire, les intuitions et les visions viennent de notre cerveau. C'est faux. Et tous les phénomènes inéluctables sont des illusions ou du hasard. C'est faux. Voilà. Ça, c'est la base de notre système de pensée qui nous a foutu devant et qui nous conduit vers le transhumanisme. Tout est faux là-dedans. Et c'est facile à démontrer. Enfin, moi, dans mon bouquin, j'explique pourquoi tout ça, c'est faux. Voilà. Au fond, là, vous dites, vous parlez du grand virage de l'humanité. Est-ce que vous pensez qu'on l'a déjà pris ou est-ce que les deux futurs qui s'affrontent, il y a une possibilité que celui qui est en résistance s'impose? Ou est-ce qu'on est suffisamment avancé, c'est-à-dire qu'on a dépassé la phase 3 et qu'on est déjà engagé sur le futur du... Alors oui et non, parce que moi, ma vision, elle est simplificatrice. C'est-à-dire que je fais exprès d'être dualiste dans cette histoire pour simplifier, pour qu'on comprenne bien ce qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est deux visions de l'humain. Une qui le réduit à une machine et une autre, voilà. Et ces deux visions vont être en compétition pendant longtemps. Mais on a au moins démarré le processus qui donne sa chance au nouveau futur très humain, quoi. Plus qu'humain. Parce que ça va loin. On a au moins, et donc il va y avoir, on va avoir des moments de désespoir avec la fin. Ça va être compliqué, mais il faut bien simplifier les choses. Parce que si on ne simplifie pas, c'est parce qu'il y a quelque chose de fondamental à comprendre. Là, on est dans une guerre de la conscience. Qui est-ce qui va gagner? Qui va gagner la guerre de la conscience? Est-ce que vous voyez une force supérieure, un fil conducteur qui vous traîne, qui tire ce processus? Oui. Il y en a à différents niveaux. Parce que la conscience, elle a plusieurs niveaux. Elle a 3 niveaux qui influent sur notre réalité. Donc, il y a le niveau du soi, qui est responsable d'une guerre de la conscience qui n'est pas vraiment une guerre et qui se produit au niveau plutôt du sens des civilisations. Quel est le sens de notre civilisation? Qu'est-ce que l'humain est censé produire de nouveau dans l'univers? Et là, à ce niveau-là, il semblerait qu'on soit protégé. Bon, mais là, les sources ne sont pas sûres. Ensuite, il y a le niveau de la conscience. Donc ça, habituellement, c'est le niveau des entités. Là, les entités, bon, je parle pas, là, les entités n'ont pas d'influence facile, si quand même. Donc ça, je veux bien... Non, mais ça, c'est tous les... Bon, c'est pour les religieux, ou c'est pour ceux qui croient aux entités, etc. Bon, là, il y a plein de choses qui se passent. C'est plutôt au niveau individuel. Et puis, il y a je ne sais pas ce que ça a comme effet dans la réalité. Et puis, il y a le niveau physique. Et donc, ça passe par l'influence dite de l'extraterrestre. Voilà. Qui, là, a quand même un poids pas mal. Mais là, il faut se plonger dans le sujet. Mais normalement, il y a une règle de non-ingérence dans l'univers. Et normalement, ça ne peut être que des exécutants, et donc tout dépend du niveau supérieur, qui est celui du sens de notre civilisation. Et je ne veux pas... Oui, Étienne. J'ai un peu perdu
n'existe pas. La réalité, c'est le produit de notre conscience. Oui. Logiquement, ça voudrait dire que si nous n'existons pas, alors je ne sais pas si c'est la conscience des animaux humains ou de tous les animaux, mais si on prend que les animaux humains, ça veut dire que quand nous n'existons pas, nous ne sommes pas conscients, quand on est mort, hein, et donc quand il n'y a pas d'humanité, il n'y a pas de réalité, les objets n'existent pas quand il n'y a pas d'humanité. Et quand il n'y a pas d'humanité, oui, c'est le... Si la réalité est le reste de notre conscience, ça veut dire que si on n'est pas là, on n'a pas de réalité. Et j'ai du mal à... Oui, non, je comprends. C'est le... Oui, on soulève le paradoxe de l'ancestralité. Que tu t'excelles pas, tu n'arrêtes pas de soulever, bien que je vous ai expliqué qu'il n'y avait pas eu. Il y a plusieurs niveaux de réalité qui correspondent à des réalités de densité différentes et à des temporalités différentes. Et pour ça, même pour chaque individu. Pour chaque individu, on a nous-mêmes un soi qui vit dans une temporalité bien supérieure, mais la planète elle-même a une conscience. Il y a des formes de vie qui ont une conscience dans une temporalité beaucoup plus dilatée. Notre planète a une conscience dans une temporalité qui est dilatée d'un facteur entre 1 et 10 millions. Il y a de la conscience partout dans l'univers. Et c'est cette conscience, c'est pas l'humain qui structure, c'est pas la conscience de l'humain qui crée les systèmes planétaires, etc. Ce sont des consciences d'un ordre supérieur. Si la planète a une conscience, qu'est-ce que c'est que la conscience? Il y a une définition du mot conscience là, parce que... Il n'y a pas besoin de définition de la conscience, puisque on est tous conscients et on se rend compte tous de ce que c'est. Oui, mais le fait que la planète a une conscience, ça paraît... Il y a un problème de définition, parce que je répète. Mais ça, je suis d'accord. Est-ce que tu dis que ça a une conscience? Ah ben voilà. Il y a des raisons pour que ça n'ait pas de conscience, encore que c'est discutable. Hein. Mais il y a de très bonnes raisons pour que ça n'ait pas de conscience et que la planète en est une. Par exemple, notre planète, elle a tous les sens qu'on peut imaginer, elle a tout ce qu'on veut, elle a la vision, l'audition, elle a un cerveau, elle a tout ce qu'on veut. Et ça, je le décris dans mon précédent livre, et c'est difficile de répondre à cette question-là, il faudrait refaire une conférence entière. Voilà, non, mais je disais que tu tombes de haut, je sais. Merci d'être venu, malgré le fait qu'il y a un grand mur, il y a un grand franchissement là. Voilà. Taxe-moi de spiritualiste si tu veux, mais c'est pas un défaut en plus, mais voilà. Je pense qu'il y a un énorme progrès à faire, en tout cas chez les matérialistes. Étienne Klein, par exemple, est un matérialiste, et c'est vrai, il est vachement ancré dans cette vision matérialiste de la réalité, il a du mal. Pour ça, il est quand même, Étienne Klein dit quand même que nos pensées et les émotions structurent le futur. Hein. Étienne Klein, tu connais, dit quand même que nos émotions, nos pensées, nos désirs pourraient structurer le futur, en parlant de 2050 par exemple. Donc ces idées-là, si tu veux, elles sont quand même partagées par beaucoup ici. Le fait que nos idées structurent le futur, ça a du sens, c'est l'idée de la politique. Hein. Oui, mais pas causalement. C'est pas causalement. C'est pas parce que nos idées, si tu veux, elles sont dans le cerveau, elles restent dans le cerveau, et donc de jour en jour, on va faire ce qui va correspondre à nos idées. C'est pas ça, parce que le futur se crée déjà, il est déjà créé. On va dire que ce sera plutôt le futur qui crée à ce moment-là nos pensées. D'accord? Donc je sais que c'est compliqué à concevoir, mais il y a une relation entre nos pensées, nos émotions, et notre futur qui passe par l'intermédiaire de notre soi, qui est une entité supérieure. C'est un modèle. Je ne dis pas que j'ai la science infuse, que j'ai la vérité, etc. C'est un modèle. Il faut prendre le temps d'étudier, de comprendre cette cohérence. Voilà, c'est difficile pour moi de résumer ça. J'ai fait des conférences entières pour expliquer ça. C'est
difficile de le résumer comme ça en quelques instants. C'est pas l'objet de la film, mais sur le double, en fait, j'en avais un peu parlé tout à l'heure, enfin des doubles, et en fait, moi, je me demandais quel était votre point de vue sur la théorie du double. Sur La théorie du double, enfin le fait que notre double d'interne, on va aller chercher des informations dans notre structure. Oui, je vois ce que c'est. La théorie du double, moi, Il y en a plusieurs, mais après, je vais savoir que si on considère comme étant le double, bon, c'est une hypothèse, parce que moi, je ne l'entends pas. Je ne sais pas encore si c'est une. Bon, c'est comme étant le double, la partie de soi-même qui se trouve dans les miroirs, oui, c'est-à-dire celui qui œuvre à construire notre futur. Allez, vulgairement parlant, c'est la partie de nous-mêmes qui se trouve déjà au paradis, si on veut dire. Voilà. La partie de nous-mêmes qui est d'ailleurs plein de boulot parce qu'elle a d'autres vies à penser elle-même de son côté, dont elle doit penser le futur, etc. Bon. Si on parle de ça, oui, mais on n'a pas un double à ce moment-là, on a un soi et on a plein de doubles dans toutes les époques de notre réalité, puisque notre esprit, voilà, notre soi peut être potentiellement relié. Enfin, ça me paraît nécessaire pour une vision cybernétique, on va dire neuronale, sur le plan de la conscience de l'espace-temps, enfin, même de tout l'univers. Donc il me paraît, il y a des arguments logiques pour croire que nous avons d'autres, pas des doubles, mais d'autres vies, dans d'autres réalités, ou dans le passé, ou dans le futur. On va dire même choix. Voilà. Bon, il y a un film qui s'appelle Cloud Atlas qui a bien illustré ça. Donc c'est pas des idées farfelues, parce que moi, pour moi ça a un sens. Ça a un sens qui est utile pour comprendre comment l'univers évolue de manière mégantropique. Voilà. C'est aussi pour comprendre comment tout est relié dans l'univers. C'est aussi pour mieux comprendre le phénomène d'implication qu'on observe exister à toutes les échelles. Il y a des BD de physiciens très sérieux dans lesquels vous voyez une illustration qui montre une bande de jeunes en train de, je sais pas, faire quoi, et puis il y a une connexion avec une bande de jeunes extraterrestres qui se trouvent sur peut-être dans une autre galaxie, etc. Et puis le comportement de la première bande et de l'autre bande est relié. Bien sûr, c'est de l'imagination apparemment complètement délirante. Et si un physicien, en plus mainstream, se permet, d'ailleurs c'est bien la bande dessinée. Thibaut d'Amour, lui aussi, un super physicien, a fait une bande dessinée super. C'est-à-dire les physiciens, quand ils ne peuvent pas parler des choses dans la réalité comme je le fais, parce que ils ne sont pas aussi gonflés que moi, ils peuvent être dans la bande dessinée, ils disent des trucs encore plus, pas délirants, mais incroyables. Est-ce que vous pouvez nous parler de redéfinir l'entropie et la négantropie, puisque vous en avez parlé, c'est peut-être... L'entropie, c'est la croyance, enfin la croyance que l'entropie augmente tout le temps. C'est un mythe, à mon avis, qui vient du fait que la physique est incomplète. Et que si on considère que les équations de la mécanique qu'on connaît, là moi je suis un expert là-dedans, de la mécanique, et qu'on fait des calculs de systèmes complexes, si on oublie qu'il y a des informations dans l'infiniment petit, effectivement, on s'aperçoit que tout a tendance à aller vers le désordre. Et c'est la raison pour laquelle les physiciens ne découvrent jamais de système cyclique dans l'univers. Alors que l'univers, c'était le grand biologiste, qui m'a fait cette réflexion un jour en me posant une question. Il m'a demandé, Philippe, pourquoi à ton avis il n'y a pas de système cyclique en physique, alors qu'en biologie, on en observe partout. Et je lui ai répondu, c'est parce que la physique, elle a mal compris l'entropie, elle pense que l'entropie augmente tout le temps, parce que les équations sont incomplètes, et qu'il faut rajouter des dimensions supplémentaires. Et moi, je m'en suis rendu compte parce que j'ai développé des simulations de systèmes complexes où je me suis rendu compte que on est obligé de tenir compte d'informations qui sont dans l'infiniment petit, c'est-à-dire en dessous de la précision des ordinateurs.
ça change complètement l'avenir d'un système. Si et ma dernière publication essaye de chiffrer le nombre d'univers possibles dans un milliard et comment ça évolue avec le temps. Et donc, évidemment, cette histoire d'entropie qui augmente tout le temps, c'est n'importe quoi. C'est faux. Parce qu'il faut tenir compte de la gravité quantique, il faut tenir compte de l'existence de bifurcation et du fait qu'il y a une réalité au-dessus qui nous gouverne, qui oriente notre futur. Notre futur a besoin d'être orienté, sinon il ne pourrait pas exister. Notre futur a besoin d'être... Et donc, évidemment, comme ça, on retrouve une évolution cyclique de l'univers que je peux presque prouver en prenant mes travaux et en les conjuguant à la théorie des cordes avec le modèle holographique, mais enfin d'une manière un peu simpliste, hein, j'avoue. On retrouve la nécessité que le futur, finalement, recycle le passé, quoi. Simplement, ce qui se passe dans l'univers conjugué, c'est qu'on choisit le passé qu'on veut recycler. On choisit le meilleur de la création. C'est-à-dire le meilleur de la création qui s'est retrouvé dans le passé passe par les trous noirs ou par le Big Bang, où les micro-trous blancs, le micro-trou noir, remonte dans le futur et est recyclé dans le futur par notre soi, parce qu'il y a du boulot là, donc il faut bien qu'il y ait une autre entité, recyclé par notre soi dans l'espoir qu'on va le saisir. Voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive à une évolution harmonieuse dans l'univers. Ce qui aujourd'hui n'est pas proposé par la physique des équations, même parce qu'elle est coincée dans son dogme du déterminisme, qui a été démontré comme étant faux. Et ce recyclage permanent que vous expliquez, c'est quoi? C'est pour arriver à une amélioration en fait perpétuelle une perpétuelle de l'évolution. Une amélioration, voilà. Oui. Une augmentation. Ouais. Ah non, ça c'est le contraire. Vers un orgasme permanent. Si on accepte au transhumanisme, vous pensez que quand on parle d'extraterrestres, genre les tigris, ça pourrait être nous plus tard avec une humanité qui aurait accepté le transhumanisme dans le présent, le traçage numérique et tout? Oui, il y en a qui disent ça. Oui. Ouais. Que les espèces trop mentales évoluent vers effectivement une société pyramidale qui finit par les déstructurer corporellement. Mais bon, là, on est dans la science-fiction. Oui, tout à fait. Donc, c'est mieux de ne pas y penser, ceci, on accepte ça, Est-ce que dans la dualité entre le mental d'un côté analytique et la conscience intuitive, au niveau d'intelligence émotionnelle, est-ce qu'on peut, en rentrant un peu plus dans le détail, est-ce qu'on ne peut pas mettre la peur du côté mental et au niveau de la joie et de la confiance de l'autre côté, il y a quand même un mot qui n'a pas été encore prononcé, c'est l'amour. Oui. L'amour dans sa version agapée inconditionnelle. Est-ce que... Alors, je dis votre nom, j'ai acheté votre bouquin hier, je suis désolé, mais je pense qu'il y a un pont à faire entre votre approche et celle de Philippe. Parce qu'en fait, la joie, pour moi, au niveau du cœur, c'est la paix, la joie, la confiance, principalement. Oui. Donc, à partir du moment où on est dans l'amour, version sans attente, sans attachement, on active la joie, qui active peut-être un champ quantique, si j'ai plus ou moins bien compris, mais en même temps, on active la confiance. Et ça, moi, personnellement, et je pense que plein de gens ont vécu ici, notamment dans des stages, on se retrouve dans la bienveillance et puis dans le jugement. Il y a vraiment des choses fortes qui se passent, et notamment en termes de synchronicité. Tout à fait. Mais pourquoi virer la peur de l'échelle des émotions? Non, la mettre du côté plutôt mental. Le mental, il y a quand même une différence fondamentale de nature. Une émotion, c'est quelque chose qui peut, c'est comme une vibration, c'est quelque chose qui peut durer longtemps, qui peut continuer. Le mental, c'est une succession d'images mentales qui changent tout le temps. Donc, l'émotion, c'est comme une vibration constante. Le mental, c'est comme un film qu'on se fait. Enfin, il y a quand même une différence de nature. Le film qu'on se fait, le vélo qu'on se fait, bon, ça peut tourner en boucle, mais c'est quand même des successions d'images mentales. Ça a quelque chose à voir avec l'espace. Tandis que la peur, on peut avoir peur sans
sans image mentale, sans notion d'espace. C'est pas la même nature. Ce que je veux dire, c'est qu'ils sont bien complices tous les deux. C'est-à-dire que c'est, notamment là, c'est grâce à la peur, en fait, et au conditionnement, et la peur, du coup, la grande masse de la population ne pense qu'à la survie. Mais l'activation émotionnelle, c'est la peur. Et ça rejoint la dialectique entre la peur et l'amour, si vous voulez. Hein. Oui. Beaucoup de gens disent que d'un côté il y a la peur, de l'autre côté il y a la peur. D'accord. Oui. Regardez, c'est peut-être une question, pas plus, je ne sais pas. Une question, on a parlé beaucoup du futur. En avançant dans l'âge, en faisant un travail sur soi, on a l'impression de modifier un peu notre perception du passé. Est-ce qu'il y a un passé qui vit aussi? Parce que là, on parle de futur, donc je vois une direction, mais est-ce que le passé existe aussi? Et en ayant une différente approche sur notre passé, est-ce qu'on peut le modifier aussi? Est-ce que c'est figé? Parce qu'on peut avoir, je ramène à moi, je peux avoir l'impression que j'ai modifié quelque chose. Et est-ce que ce truc-là, il est vivant ou c'est juste une image? Pour moi, le passé n'est pas figé. Simplement, comme il est construit collectivement, c'est pas facile de le changer. Ce qui est vécu, indépendamment de tout autre, si je me suis fait un petit bobo il y a quelques années dans la nature, qui a été refermé, dont je ne me souviens plus, mon bobo devient une invention. L'effet Mandela. D'accord? C'est-à-dire, si je vous dis que je me suis fait un bobo dans la nature dont je me souviens plus, etc., vous allez prendre pour un... Parce que je suis en train d'inventer un passé auquel je ne crois plus. Mais s'il a existé, vous allez dire qu'il n'existe plus. Puisque vous allez dire, mais non, tu te l'inventes. Puisque tu n'es pas capable ni de prouver. D'accord? Donc oui, mais bon, on ne peut pas changer tout le passé. Il y a une grande implication entre tous les événements que tout le monde vit, et y compris au niveau de la matière. Il faut attendre que les processus de dégradation se mettent en place. Il faut attendre que la dégradation psychique aussi, l'oubli, se mette en place. Et en tout cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vachement important de résoudre le blocage psychologique, parce qu'effectivement, en résolvant le blocage ayant trait au passé, non seulement on va guérir, parce qu'on va virer ce passé de notre existence, ou en tout cas au moins la vision de ce passé, mais en plus, on pourrait même changer le passé au point d'aider d'autres personnes liées à ce passé à guérir. D'accord? Donc, voilà, parce que si ça commence à se fluidifier petit à petit dans le passé grâce à une guérison, on peut imaginer que ça continue petit à petit de se fluidifier et que ça catalyse d'autres guérisons. Surtout si en plus les personnes se mettent ensemble pour régler leurs problèmes qu'elles ont vécus et de manière à le considérer d'une autre manière différente. Et aujourd'hui, il y a tellement de méthodes de guérison assez bluffantes qu'on peut imaginer ce genre de choses. Donc oui, c'est très important de faire un travail sur son passé pour débloquer les traumatismes. Parce que, oui, ça se débloque. En se débloquant, ça passe par un changement du passé qui aide en même temps le futur à changer. En fait, c'est tout est lié. Oui.